Une image pour la beauté ou encore pour imposer son propos? Pour un reflet de naïveté ou celui de la sensualité? Si ce n'est celle de la sagesse ou de l'apport politique, promotionnel ou celle d'un message divin. Accompagnez-moi dans ce parcours et nous verrons ce qu'il en est. Bon visionnement. Bonjour à vous tous. Je viens vous présenter aujourd'hui la 4e image. Alors, suggérée dans l'émission Un clin d'œil pour un coup d'œil. Alors ici, nous avons ce propos sur un reflet de sensualité, une déesse antique ou romaine qui, de la lecture et de la lance que portent 3 jeunes centaures, qui du casque qu'en aveugle un d'eux, nous soulève possiblement que ce centurion, c'est un centurion possiblement, d'une légion romaine, un homme tout bonnement, qui s'est assoupi devant la jeune femme étendue. Centurion, prince, allongé sur un tissu imprimé, ton sur ton, c'est comme si c'était une sorte de jacquard rose, très très affirmé. On ne se demande pas qu'est-ce que c'est, on voit vraiment que c'est vraiment un rose, fait qu'il y a une passion qui est soulevée. Alors ce personnage, cet homme est accoudé sur un petit personnage cornu tenant la garde de l'épée, reposant sous celui-ci qui en appelle d'un côté le choix de l'insouciance. Voyons voir vraiment ce qu'il en est. Alors on a l'impression de rêverie à la fabulation. Un idéal est vraiment soulevé des éléments de cette composition. Le regard de la jeune personne ne semble au départ fixer quiconque vraiment de la composition et nous renvoie dans l'ensemble des éléments dans une imagerie auquel nous recherchons des éléments dessinés, l'histoire, la plus probable, celle qui serait la plus véridique. Que peuvent en soulever chez le spectateur une telle scène? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il faut aussi soulever qu'à l'époque de la Renaissance italienne, car vous avez sûrement reconnu ici la signature. Quand on parle de signature, on désigne vraiment le style, le fondement de ce qui est soulevé, qui revient assez souvent et qui se transforme graduellement dans l'œuvre du peintre en question. Alors, cette signature, c'est très caractériel, qu'on pourrait dire, du fondement de l'histoire, est une œuvre de Sandro Botticelli, un peintre de la Renaissance italienne à Florence, entre autres, parce qu'il a beaucoup peint aussi à Rome. Les artistes de cette époque-là se référaient souvent à des livres, mais c'était un à l'époque, sur la symbolique, pour venir amplifier le message, presque toujours, parce que c'était quelque chose qui aidait beaucoup la précision du message. La symbolique de certains éléments, comme par exemple les animaux, la forêt, les couleurs. On se référait à des symboliques qui renforçaient aussi souvent le choix du pourquoi on avait utilisé certains éléments plutôt que d'autres pour en préciser l'avenue de notre histoire. Alors, on va voir ici qu'est-ce que Sandro Botticelli tente de nous préciser dans cette composition-là. Alors, les centaures, dans la mythologie grecque, erraient, se tenaient dans les forêts. Les centaures, on les qualifiait comme des personnages monstrueux qui aiment la chair fraîche, justement pour sa jeunesse, sa pudeur, sa naïveté, mais surtout pour son manque d'implication à en ignorer toute atteinte. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais cette œuvre s'appelle Mars et Vénus, l'action versus l'amour. Alors, l'homme, Mars, est souvent attiré ou se manifeste par ses pulsions. Alors, les centaures, pour revenir à notre histoire, les centaures qui se tiennent en meute, qui ont comme préférence les jeunes gens, qu'ils violent aisément de leur innocence. C'est pas nécessairement toujours dans un aspect physique qu'on veut emmener la directive de l'histoire, mais bien entendu, l'aspect physique peut être une des premières. Mais ça exprime aussi toute la part où, dans le geste qui va être irréfléchi,
commis, il va avoir une grande répercussion possible dans la personne qui a été atteinte. Et c'est ça qu'on cherche à venir nous dire, car on va soulever dans cette insouciance-là un regret, une désolation d'avoir accepté, en parenthèse, de succomber à la situation. Alors, le centaure symbolise la facilité à succomber à toutes les faiblesses humaines, voire surtout celles qui sont charnelles, et ce par une brutalité similaire à celle qu'impose l'aspect d'instinct animal. C'est quelque chose qui vient, les hormones se manifestent, c'est paf, ça arrive comme les animaux, pas dans un aspect sauvage que je dirais, mais plus dans un aspect d'instinct naturel. Alors que l'on pourrait désigner un peu comme d'un côté bestial, sans qu'il y ait aucune réflexion envisagée au départ. Alors ici, de façon plus simple, le peintre a voulu représenter les centaures pour nous préciser l'approche et l'aboutissement de ce qu'il en est comme une vérité humaine pour quiconque qui n'en a pas été préparé. C'est ce qui va inévitablement bien souvent arriver à des jeunes gens qui n'ont pas été pris en charge leur choix d'avenue dans la vie et de ne pas les avoir justement introduits à la connaissance d'eux, à un investissement de leur être ailleurs que juste dans leur position, où on pourrait instaurer leur position dans des intérêts pour qu'ils se découvrent avant de laisser le corps prendre le dessus sur eux-mêmes. Alors ici, on peut voir dans la composition que les centaures sont autour du couple de ces deux personnages, mais qui ne sont pas un couple. On les a représentés un à l'opposition de l'autre. Ou par la lance, on voit qu'un tente, comme l'autre, même s'il est assoupi, de séduire ou de conquérir l'autre sans trop savoir comment. Les centaures affirment ce que les individus ont succombé à leur pulsion ici, qui dans un premier temps, c'est simplement ce que nous en soulèvent les éléments. Fait que quand on regarde ça juste de prime abord, c'est qu'est-ce qu'on peut lire si on connaît la symbolique des centaures. Sinon, quand même assez facile de diriger une sorte d'intérêt. Mais on va s'attarder à la composition des éléments, si vous voulez, qui sont liés quand même entre eux d'une organisation de composition vraiment calculée. Alors, si on suit le rythme qui va nous préciser le faire valoir, pour renforcer la précision du récit, qui va se lire, disons, comme ceci. Alors, on parle de la forêt qui est obscure, où plusieurs troncs d'arbres y sont représentés dans une masse obscure, justement. On reconnaît tout juste la figuration des arbres. L'apprentissage soulève ici le mystère, le manque de connaissances établies, perturbé de toutes sortes d'idées, d'avenues, d'intentions, etc. On commence la lecture en haut et les arbres sont derrière la jeune femme. Parce que l'arbre, on ne parle pas d'un arbre sacré, on parle d'un arbre tout court, évidemment, symbolise au départ la connaissance. Plus l'arbre va jaillir, grossir, plus il a pris conscience de choses. Mais pour avoir juste une petite idée de base, l'arbre, de ses racines qui sont ancrées dans le sol, ce qui l'abreuve, entre autres, grandit et s'élève vers le ciel. Parce qu'il est attiré vers la lumière, donc vers la vérité qui est de plus en plus claire et compréhensible quand il est seul. Mais ici, c'est une masse d'arbres. Alors, on ne sait pas, on vient ici préciser que tout demeure obscur, tout est dans l'ombre, tout est dans l'inconnu, tout est trop dense, tendu et peu développé pour vraiment savoir ce qui serait un meilleur choix sur un autre. Or donc, notre œil, notre observation est guidée au départ vers la jeune femme vêtue d'une robe vaporeuse, très fluide, qui amplifie la volupté, la jeunesse, sa transparence, l'état émotif, voire à fleur de peau. Elle souhaite le désir.
On a tous vu des jeunes filles réagir à ça. Son visage n'en révèle qu'une émotion de questionnement au-delà de son vêtement. D'observation, elle observe sans trop savoir, sans s'affirmer, d'aucun geste vraiment soulevé d'assurance du fait qu'elle s'interroge et ses bras assoupis, qu'elle s'interroge, mais suite à des faits, des événements. Elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ce que le peintre renforcit de l'image de l'autre petit personnage qu'on comprend être un centaure par le bas de son corps velu, qui sur sa tête porte le casque, celui d'un combattant, qui nous soulève plusieurs points. Il ne voit pas du tout qu'est-ce qui se passe, fait que ça renforcit ce qu'elle tente de démystifier. Le casque sur ce petit centaure qui nous précise que le combattant, finalement, ici, ne combat absolument rien, ce qui renforce la facilité du message qu'à cet instant, aucun d'eux n'avait aucune restriction à se laisser tenter et d'un autre point, il ne voit absolument rien à nous soulever qu'aucun attrait initiaux comme conséquence n'ont été envisagés préalablement avant l'intimité de cet état de fait, qui de toute évidence s'est produit. C'est donc que ces deux personnages ne se connaissent pas non plus. Le centaure du centre, quand notre regard suit la perche ou la lance, nous renvoie l'accord futile, irréfléchi de la jeune femme, car l'observant, lui, le centaure, observe la jeune femme, elle a aucune objection, elle n'empêche rien du mouvement qu'engagent les petits centaures qui s'activent vers l'homme assoupi, complètement dénudé, nous démontrant de la pose de son corps qu'il ne ressent aucune indisposition à s'être laissé aller de ses pulsions, qui sont ici encore renforcées de son bras appuyé sur l'autre petit centaure en bas de l'image à droite. Centaure qui est bien rond et bien gavé, qui nous fait face au bas de l'image à droite, où son regard nous démontre le bien-être qu'il nous renvoie de ses traits faciaux reflétant ses pensées. La main du mâle de l'homme assoupi nous dirige vers la garde de son épée, qui est assez spéciale comment la position que l'épée a été peinte. Mais le peintre a choisi cette position probablement pour une raison assez véridique, car il serait assoupi sur la coupe, la façon que le peintre a peint, parce qu'il n'a pas peint ça par hasard, par erreur, là. Il a peint ça de cette façon-là pour venir nous préciser qu'on devra faire attention, il y aura des conséquences. Le peintre nous précise justement ça par la façon qu'il a positionné l'épée sous le personnage et la garde est comme cassée de l'épée, on dirait. Le petit centaure tient fermement à savoir cette action-là était plus envisagée que de défendre quoi que ce soit. Mais le bras de l'homme où son poignet tombe et l'index est dirigé vers la garde de l'épée, qui nous dit que là, il n'y a aucune défense dans son choix, nous guide vers le drapé qui cache le sexe, mais qui vient nous montrer le geste de la main de l'homme, ou un index. On sait qu'un index est un choix, une décision. Alors, on nous précise que la pulsion de l'homme était pour satisfaire son propre besoin à lui, parce que l'index est dirigé vers lui et revient vers le drapé et retourne au petit centaure qui nous précise le bien-être de ce qui s'est passé. Fait que si on revient à l'index de l'homme et qu'on suit la lumière par les grosses lignes directives, parce que les détails nous précisent des choses, mais les lignes directives viennent nous guider l'œil. Alors là, on arrive sur la main, qu'on pourrait dire gauche, de la jeune femme, où le geste est détendu, mais là, on voit que l'index vient repousser le voile. C'est comme s'il rentre dans le voile, qui repousse le voile vers elle-même et ça vient nous préciser un besoin ou un doute ou un remords de son intimité, de ce qu'elle a eu besoin. Et si on veut, parce que machinalement, on s'interroge, on retourne à l'autre main, bien, il y a encore ce même retour vers elle-même. Même si la main, on la voit de face, l'index est encore vraiment à nous montrer qu'elle
a un certain regret ou pudeur ou besoin de retour vers elle. Vraiment intéressant dans les petits détails. Et quand on s'attarde à la lecture ou qu'on fait la lecture de façon machinale, hein, nos yeux vont retourner des bras vers son regard parce qu'on veut savoir est-ce que c'est vraiment ça. On retourne vers son regard, qu'on est guidé par les bras, mais surtout aussi par les rubans en bordure de son vêtement ou dans la médiane de son vêtement qui viennent souligner la féminité par les seins et on retourne à son regard, à son visage qui nous ramène encore une fois à toute l'histoire où le peintre finalement cherche à nous définir un côté encore plus puissant de ce questionnement à savoir est-ce qu'on ne devrait pas engager plus d'investissement à éviter ces apprentissages qui sont imposés par des pulsions ou est-ce que justement ces pulsions sont quelque chose à gérer pour mieux apprendre? Il renforce le questionnement à revenir et revenir et revenir et ça nous maintient dans la lecture de ce tableau. Donc, c'était Mars et Vénus de Sandro Botticelli qui, en passant, a été peint en 1480, approximativement en 1490. L'œuvre, vous pouvez toujours la voir dans des livres d'art sur la période de la Renaissance, mais vous pouvez aussi la contempler à la Galerie nationale de Londres. Fait que là-dessus, je vous souhaite, comme toujours, une excellente période d'observation, contemplation et vous enrichir par l'œuvre et le message sous-entendu que les peintres ont voulu partager parce que c'était vraiment le besoin de l'artiste de venir partager à plus d'individus possibles intéressés l'intérêt de leur message.